Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette troisième émission de la saison par la scientifique de la bande, la doc Sabine Ekström. Salut Sabine. Salut tout le monde. Par le duc de Savoie en personne, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Bonjour à tous. Par notre experte dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied, elle forme des kinés et des ostéos aux meilleures pratiques, Florence Morisseau de la clinique du coureur. Salut Flo. Salut à tous. Et par le gars qui réussit à nous faire marrer à peu près tous les jours en tordant l'actu du trail avec les genoux dans le gif, Robin Schmitt. Salut Robin. Salut Nico et salut à tous. Et j'en profite pour faire un coucou aux 4 autres membres de la bande, Ludovic Collet, Corinne Favre, Thomas Laure-Blanchet et Nicolas Martin, qui sont au repos aujourd'hui. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce troisième épisode de la bande AD+, la marque trail de Decathlon, Evadict, a lancé en grande pompe en ce début d'année une équipe de trail de haut niveau composée à 100% d'athlètes féminines. Coup de com' ou coup de pied dans nos traditions machistes. J'ai bien hâte d'entendre Sabine, Florence, Hugo et Robin sur le sujet. Le trail, c'est plus de l'athlétisme ou c'est plus de la rando ? Elle paraît complètement anodine cette petite question et pourtant, vous l'avez peut-être déjà constaté, chers auditeurs, c'est un sujet qui fâche dans le peloton. Ce sera la question NAC, la question polémique du jour. Peut-on courir mieux en courant moins ? Et est-ce qu'un ultra-trailer, par exemple, peut raisonnablement tourner le dos au dieu de la borne s'il veut réussir à performer le jour J ? Le célèbre entraîneur sportif Sébastien Cornette en est convaincu. Il vient d'ailleurs de publier un bouquin sur le sujet. Ce sera la question entraînement, la question Nolio de la semaine. Le sport, c'est bon pour le moral, je pense que personne ici dira le contraire, mais est-ce que s'arrêter de faire du sport, un peu du moins, c'est grave ? On ne parle pas ici uniquement de course à pied, bien entendu. Une étude scientifique a conclu que s'arrêter une petite semaine aurait le même impact que si vous ne dormiez pas de toute la semaine. Je ne sais pas si j'ai des bigorexiques avec moi aujourd'hui, mais je suis certain que toutes et tous, vous avez expérimenté la pause, que ce soit volontaire ou contrainte. On en reparlera. 3 rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question de mal de dos. On fera un arrêt dans une station de trail en haute montagne dans le pays des écrins. Le champion Martin Kern sera avec nous pour en parler. Il faudra d'ailleurs rester à l'écoute, chers auditeurs, car nous offrirons des cadeaux aux plus attentifs et surtout aux plus réactifs à la fin de cette émission. Et enfin, je donnerai l'occasion aux 4 membres de la bande AD+, avec moi aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une agréable émission réalisée à distance par les productions Arborescence. C'est parti. Avant de se lancer dans notre premier débat, je vous propose un petit tour de chauffe et de prendre de vos nouvelles. Hugo, nous sommes au moment où nous enregistrons cette émission, au lendemain du trail Nivolé-Revard que tu organises en Savoie. C'était la 18e édition, c'est pas rien. Je vais prendre ton pouls. Comment tu te sens ? Comment ça s'est passé après ces 2 dernières années, on va dire, compliquées ? Ouais, ça faisait vraiment plaisir hier de voir toute la course qui se déroulait, tout au long de la journée assez bien. Il n'y a pas eu de vrais problèmes, parce que tout l'hiver, ça a été un petit peu pénible. Fallait recontacter les partenaires, qui avaient vécu 2 ans de «on y va», puis finalement on n'y va pas. Fallait recontacter une sacrée équipe de bénévoles, il y en a quand même 200 sur l'événement. Bon, il y en a pas mal qui avaient eu des soucis dans ces 3 dernières années, puisqu'il y en a qui sont bénévoles depuis 2003, hein, quand même. Donc là aussi, il a fallu reconstituer un peu les troupes, et finalement, tout s'est bien aligné. Donc on a vécu une belle édition, je pense que Robin peut en témoigner. En plus, on a eu une belle météo, donc franchement, là, aujourd'hui, fatigué mais content. Eh ben génial, tu me tends le micro, enfin tu tends le micro à Robin, tu étais là-bas aussi, tu as dû récolter, Robin, quelques infos croustillantes pour nourrir la page des genoux dans le gif, j'imagine ? Ouais, effectivement, ouais, il y avait quelques infos. On a vu quelques chevilles martyrisées, donc ça, évidemment, ça m'a énormément plu. On a vu des mecs souffrir le martyre, donc ça, j'ai absolument adoré.
Non, mais plus sérieusement, ouais, coup de chapeau franchement à Hugo et à son équipe. On discutait, justement hier, il y avait 50% de la bande AD+, qui était représentée dans ce petit village de Vauglan en Savoie, avec en plus Nico Martin qui a couru, qui a pris une bonne médaille en chocolat, et puis Ludo Collet au micro. Et c'est vrai qu'on faisait le constat que c'était incroyable le nombre de bénévoles et l'engouement absolument fou sur une, entre guillemets, hein, c'est pas préjudiciable, enfin c'est pas médisant de dire ça, mais une petite course de village, mais finalement un véritable tour de force de ramener autant de bénévoles dans un petit village de Savoie, surtout un 1er mai, on avait peut-être autre chose à faire, et en fait pas du tout, et les gens se sont régalés, et puis Hugo est là-bas et vraiment le duc, hein, les gens jouent de la musique avant le départ, on a même vu des enfants pleurer quand ils ont vu Hugo. Enfin, c'était absolument Non, incroyable. ça, c'est pas vrai. Et je saute un peu du coq à l'âne, mais juste avant d'aller sur le trail Nivelles-les-Rovards, Robin, toi, tu as fait une petite course aussi, la montée du Funy. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est à Bourg-Saint-Maurice. En gros, c'est une montée sèche de 5 bornes pour à peu près 800 mètres de dénive, et puis tu fais une belle 3e place. C'est une petite course, un gros événement. Ouais, je crois que c'était la première édition. En fait, il y a un funiculaire qui part de Bourg-Saint-Maurice et qui monte aux Arcs. Et je connaissais pas du tout le coin. Je connaissais Bourg-Saint-Maurice, mais plutôt l'autre versant, ou alors le côté un peu vers le petit Saint-Bernard, là, vers la Rosière. Et c'est vrai que ce côté-là, je connaissais pas trop. Et ma foi, une belle montée. Il faisait bien chaud samedi après-midi. C'était super, et c'était comme ça doit être, c'est-à-dire dans la bonne ambiance, avec une bonne bière à l'arrivée, une barquette de frites. Enfin, c'est voilà, la vie, tout simplement, quoi. Le bon week-end, quoi. Sabine, toi, Exactement. tu es en pleine prépa pour le championnat de France de trail long. Ce sera à la fin du mois à Salers, je pense. Comment ça se passe, cette préparation? Raconte. Au moment où on va nous entendre, tu seras tout proche. Mais voilà, dis-nous où tu en es. Voilà, exactement. Ben, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ce sera toujours vrai quand on diffusera l'épisode. J'ai eu un petit coup de fatigue la fin avril, mais maintenant, les jours qui rallongent et tout, en général, en mai, ça me met de bonne humeur. Bon, ça me donne aussi envie d'aller en Finlande, mais ça, cette année, ce sera pas le cas. Et puis ouais, j'ai hâte d'y être. C'est un beau rendez-vous. C'est un coin que je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup les courses où on court tout le long. Donc, a priori, c'est ce type de format. Donc, j'ai hâte d'y être. C'est dans le Cantal, je crois. Tu as un objectif? Tu avais fait 4e des derniers championnats dans le dernier championnat de France de trail, donc la version plutôt courte. Tu as un objectif? Tu peux nous le dévoiler peut-être? Ouais, ben, bonne question. Donc au niveau de la place, en fait, j'étais contente, hein, mine mine de rien l'année dernière, parce que disons que les 3 devant, elles étaient pas si loin que ça par rapport à ce à quoi je me serais attendue. Donc je vais peut-être plutôt parler en termes de quotitra. J'aimerais, quand même dépasser les 700 sur cette course, que j'ai préparée, et puis on verra où ça me mène. C'est intéressant parce que ça fait partie des sujets qu'on abordera dans un futur très proche, Cotitra, Index, tout ça. On va essayer de parler de ce sujet-là qui est à la fois pointu et qui devient assez bordélique. Excusez-moi le mot. Ouais. Florence, toi, tu es à peine de retour du Mute à Madère et tu te projettes déjà sur un gros morceau. Donc oui, je disais que je revenais du Mute, mais bon, enfin maintenant ça fait quand même presque 8-10 jours. Entre-temps, je suis allée découvrir la Corse pour donner un cours de la clinique du coureur que je connaissais pas encore et qui m'a fait les yeux doux pour que je revienne. Donc je pense que je vais projeter ça en famille assez rapidement. Et puis c'est vrai que j'enchaîne, mais alors j'enchaîne vraiment pour le plaisir parce que c'est toujours l'histoire de ces dossards, des reports, de reports, de reports. Et j'avais un collègue et ami, Xavier Téchéné, qui avait un dossard pour le Schcal Trail. Donc, on a dit qu'on allait s'amuser ensemble sur 2 fois 40 kilomètres et faire une belle soirée entre les deux. Donc, comme à chaque fois, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui la pratique du trail, c'est une bonne opportunité pour rencontrer, pour partager, pour découvrir. Et donc là, Xavier viendra avec son ami, mon mari nous accompagnera et puis on va passer un très bon week-end tous ensemble, j'en suis certaine.
Super, en tout cas, moi, je suis ravi de passer, cette prochaine heure avec vous et j'en profite pour remercier, nos déjà très nombreux auditeurs qui nous ont fait la joie d'être au rendez-vous, dès le lancement de la bande AD+. On apprécie, vraiment. Allez, on lance le premier débat. Vous écoutez la bande AD+. Avec cette question, la marque de trail de Decathlon, Evadict, qui a lancé fin janvier une équipe de trail, un team élite comme on dit, composé uniquement de femmes. Elles sont 10. Alors évidemment, ça fait jaser, ça a fait et ça continue de faire jaser sur les réseaux sociaux. Mais vous en pensez quoi? Et je vais donner la parole à la féministe, entre guillemets, de la bande, Sabine. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe 100% féminine? Est-ce que ça te plaît? Bah, déjà, mon objectif, c'est que vous deveniez tous, alliés de la cause féministe dans ce podcast. Et qu'est-ce que j'en pense? Ben, du bien. Donc, disons que pendant moi, ça fait à peu près 10 ans que je sais que le trail existe et je me souviens très bien qu'au tout début, il y avait des équipes qui étaient composées uniquement d'hommes. Ça choquait pas plus que ça. Maintenant ça choque, donc on a déjà gagné ça. Après le problème, c'est que maintenant il y a aussi beaucoup d'équipes où il y a 1 ou 2 filles pour faire la caution féminine et bah, du coup, ça fait beaucoup sur leurs épaules parce que ça veut dire que si elles sont pas présentes ou quoi, ben, il y a des photos sans filles, donc ça plaît pas et tout. Donc, je dirais que la parité parfaite, comme on l'a beaucoup eu à Xbionics, c'est quelque chose d'agréable. Mais, une équipe entre filles, je pense que c'est une autre ambiance qui peut être aussi très intéressante. Et puis, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est qu'elles ont toutes commencé directement avec un contrat de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on voit sur la durée que Marie Dorin est enceinte et que ça pose aucun problème à l'équipe. Donc, c'est des choses très positives. Et bah, comme tu l'avais noté en nous tenant au courant du sommaire, effectivement, le staff, par contre, est uniquement masculin. Et c'est marrant parce que, du coup, Blandine était venue dans le Vercors un petit peu au moment où c'était encore pas dévoilé, mais elle m'en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, j'avais souligné un peu taquine, mais n'empêche, donc vous êtes quand même drivé par des hommes. Et c'est quelque chose qu'on voit qui est assez général. En fait, à ce moment-là, il y avait aussi Trail Endurance qui avait sorti son répertoire un peu des teams. Et clairement, il y avait une prédominance de team manager masculin. Et je pense que la raison est plus sociale dans le sens où un team manager va devoir consacrer du temps soir et week-end à cette activité. Et la société est ainsi faite que c'est plus compliqué pour les femmes de se dégager ce temps-là, l'esprit libre. Donc, loin de moi l'idée de jeter la pierre. Je sais que si tout le monde était comme Philippe Propage, il y aurait beaucoup plus de place pour les femmes un petit peu partout dans les staffs. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Propage, donc, qui a été l'entraîneur, le coach historique de l'équipe de France de trail, a entraîné beaucoup de femmes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été abordé par Evadic. Hugo, qu'est-ce que tu en penses? On a parlé également de Blandine, on parlait bien évidemment de Blandine Lirondelle, qui est championne du monde en titre. Hugo, ça t'évoque quoi, toi, ce team 100% féminin? Bah écoute, ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est quand on y voit des différences que ça me paraît un peu spécial. Pour moi, que le team il soit 100% masculin, qu'il soit tout à fait mixte, ou qu'il y ait un tiers, deux tiers, ou qu'il soit 100% féminin, c'est les choix des personnes qui sont dedans, donc je vois pas trop ce que je pourrais dire là-dessus. Après, c'est vrai que vu qu'il y a des teams qui sont vraiment 100% masculins, bah, ça contrebalance un petit peu, donc ça c'est bien. Mais moi, je suis plutôt satisfait que Decathlon se mette un peu dans le sport de haut niveau. On le voit, là, ils font des baskets qui sont de mieux en mieux. Enfin, elles sont même excellentes maintenant. Puis il y a un tarif qui est le tarif Decathlon. Et avec d'aussi belles athlètes, je pense que ça va promouvoir d'autant mieux la marque.
Puis en plus d'être très fortes, elles sont quand même pour la plupart assez sympathiques pour les avoir connues. Le tout chapeauté par Philippe Propage, qui est un grand orateur, hein. Si vous avez la chance d'assister à une de ces petites réunions sur l'entraînement, je sais qu'il intervient à droite à gauche. C'est assez intéressant. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui est super à entendre parler, et puis qui a des anecdotes et des souvenirs à raconter. On y resterait la nuit. On parlait donc de ces 10 filles, il y a du «lourd» entre guillemets, si vous me permettez l'expression, hein. On a parlé de Blandine, Lirondelle, mais il y a aussi, Attention avec le Adeline Roche. poids, Nico, quand on parle, hein. Oui, c'est pour ça que je mets tous les guillemets qui s'imposent. Adeline Roche, championne du monde également, ancienne championne, du monde, Sarah Vieuil et Clémentine Geoffrel, c'était toute l'équipe, de l'équipe de France championne du monde. Donc ils ont vraiment réuni, une sacrée équipe, je passe sur les autres. Robin, toi, une petite pique là-dessus? Est-ce que, le communicant, chez toi est alerté par ce show médiatique, ou est-ce que tu as plutôt tendance à penser que c'est plein de bonne foi? T'as lâché le mot, hein, tu as dit le mot communicant. Pour moi, c'est évidemment de la communication qui est bien faite, qui est bien rodée. Le casting est excellent. En fait, voilà, pour moi, c'est une opération marketing commerciale. Et après, je rejoins Hugo, en fait, que je veux dire, j'ai pas d'avis, c'est très très bien, mais j'ai pas d'avis particulier. Je veux dire, il y aurait un team en 50-50, ça pourrait aussi être décrié. Hein, des teams 100% masculins, Sabine en a parlé, on en a vu. Enfin voilà, il n'y a pas de bonne solution finalement. On se rend compte qu'il n'y a pas de bonne solution pour une espèce d'égalité ou de parité. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose d'avoir fait ça. Mais finalement, on voit bien que c'est un argument commercial et marketing et que tout le monde s'en parle de sujet. La preuve, c'est qu'on est en train d'en parler, alors que c'est simplement finalement une équipe. Il s'avère que 100% des membres de l'équipe sont des femmes, mais finalement, en fait, c'est pas le sujet. Nous, on attend de voir éventuellement des résultats. Enfin voilà, je trouve qu'il y a, en fait, il y a pas de débat. En fait, on devrait même pas en parler, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pour moi, c'est une opération commerciale. Voilà, il y a des chaussures à vendre et du coup, bah, quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir Kylian Jornet? Ah bah non, il est trop cher. Bah, du coup, on fait une équipe un peu différente, quoi. Enfin, pour moi, c'est exactement ça, quoi. Mais au-delà de la communication et de le bon coup de com, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt en termes de société? Je sais que c'est Thierry Breuil qui est en partie chez Evadik, qui est à la base de cette idée-là. Lui, il a une conviction apparemment, c'est que ce sport va ou doit se féminiser et que ça passe par des signaux, finalement, des signaux. Regardez, les femmes sont là, les femmes sont fortes, il va falloir compter avec elles, et ça peut aussi donner. Alors, c'est une question que je vais poser. Est-ce que ça peut aussi donner des envies à des femmes de se mettre au trail, puisque Evadik, voilà, c'est une marque, Hugo l'a très bien expliqué tout à l'heure, très, très populaire. Je donne la parole à Florence. Je ne sais pas si la question Ouais. te convient. Ouais, non, c'est très bien, Nico. En fait, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est finalement les signaux qui sont donnés. Alors, effectivement, c'est un signal fort envers l'encouragement de la pratique féminine. Et puis, ce que disait Sabine, je trouve que c'est vraiment important aussi, c'est ce signal fort sur la construction et sur la construction à 3 ans. Et ça, je trouve que c'est quand même assez singulier pour le souligner, puis pour s'en féliciter. Et puis, il se trouve effectivement qu'il y a une future maman dans le groupe. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement communiqué. Dans d'autres sports, il y a par exemple une interview brute de Cléopâtre Darleux qui est juste extraordinaire. Sur l'équipe, il y avait un article sur la judokate dont je voudrais pas écorcher le nom, Abdenagou, qui est aussi enceinte en ce moment et à qui on a autorisé, bien évidemment, le fait de pouvoir avoir un projet de maternité et d'avoir un projet en Applica 2024. Donc moi, je trouve que c'est tous ces signaux-là qui sont extrêmement forts et qui vont faire quelque part avancer le sport au féminin. Et puis, pour revenir sur la notion de staff, très franchement, je pense que si une femme est compétente,
elle a sa place, bien évidemment. Mais encore une fois, quand on regarde dans les promos de préparateurs physiques, quand on regarde dans les promos de gens qui font des formations sur le coaching à excellent niveau, bah, il n'y a pas tant de femmes que ça. Donc, je me dis que quelque part, ce signal qui dit que la femme peut faire du trail bah, va encourager quelque part, par effet un peu boule de neige, à peut-être des vocations d'entraîneur, peut-être des vocations de préparateur physique, peut-être, et que tout ça, ça va nourrir quelque part la visibilité des femmes dans la pratique du sport et dans l'encadrement du sport. Donc, je trouve que c'est ces signaux-là qu'il faut retenir. Après, je trouve que c'est un excellent coup de com'. Et puis, on le vaut bien. Bah, il est pas si mal ce sujet, mais finalement, voilà, on est partagé, mais c'est comme tous les sujets de débat, c'est ni noir, ni blanc, ou ni vert et ni rouge. Sabine, est-ce que tu veux mettre un petit mot de conclusion ou on passe à la suite? Ouais, j'aurais bien aimé, c'est gentil, merci. Du coup, sur, ce que disait Florence sur le STAPS, sur le STAPS, sur le staff, justement en STAPS, Sur l'équipe. on a quand même de plus en plus, de filles étudiantes et on voit qu'elles s'orientent plus, ben, vers les filières d'enseignement et c'est toute une culture à modifier et moi, personnellement, je me pose vraiment la question, de l'introduction de quotas, donc pas forcément dans le trail, mais au moins, dans les sports les plus visibles, donc au niveau des comités olympiques. Parce que, en fait, à partir du moment où les femmes n'ont pas eu leur place depuis le début de la création du sport, j'ai l'impression que s'il y a pas, une politique volontariste, en fait, on n'arrivera jamais, à une certaine égalité et par exemple, il y a eu une politique volontariste dans le nombre d'athlètes présents aux JO. Donc maintenant, il y a pratiquement, on sera à parité là pour Paris 2024. Mais si on creuse un peu dans les staffs, à part certains sports qui sont connotés comme féminins, il n'y a pas de femmes. Donc je ne sais pas, sans politique volontariste, à mon avis, on n'y arrivera pas, quoi. Et parce que des Je, femmes je- je- compétentes, désolée, des étudiantes travailleuses, j'en ai quoi. Donc c'est comme ça et juste un dernier mot si tu permets, sur, la sélection justement des filles. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils ont sélectionné que des filles, comme vous l'avez dit, performantes et pas forcément des communicantes. Donc on s'écarte un petit peu de la tendance, qu'on avait pu noter à chercher des personnes, qui sont très bons communicants sans forcément trop regarder la performance pure. Là, le nombre de filles qui sont, championnes du monde par équipe ou individuelle, dans le team, elles sont toutes, performantes, quoi. je fais un pas de côté pour m'adresser à Hugo. Hugo, je crois que tu as lancé cette année une course 100% féminine. Est-ce qu'elle a bien marché cette course? Eh ben, tu vois, il est très possible qu'on l'arrête l'an prochain parce que je ne l'ai pas lancée Ah bah cette voilà. année, elle existait déjà en 2019. Ok. Et c'est un 14 km, un petit peu forestier, on va dire, sur la moitié du terrain. C'est un joli petit trail, quoi, on va dire. Et avant, il était mixte, donc peut-être de 2012 à 2018, il était mixte. Et on avait 100 femmes et puis 250 mecs à peu près. Et moi, je me suis dit, bah, on va faire une course 100% féminine. Pour les débutantes, peut-être elles seront pas forcément avec les gros sangliers, donc elles auront un peu plus envie de venir. Et puis pour les premières, bah, au moins tu vois qui est la deuxième, qui est la troisième, etc. Et surtout, bah, quand tu gagnes, en fait, tu es physiquement la première personne à passer la ligne. Parce que quand une fille gagne et qu'elle est 15e, dans le public, on sent que c'est pas pareil que quand c'est le premier homme qui soit arrivé, parce qu'il n'y a pas eu vraiment l'attente, parce qu'on a déjà vu des gens défiler, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Et je me suis dit, bah, c'est sympa. Et en fait, ça n'a rien changé. Il y avait toujours 100 femmes inscrites. 2019, 2022, 100 femmes, tu vois, comme avant en fait. Donc il n'y en avait ni plus ni moins. Bon, ça n'a pas su séduire. Après, sur des gros événements, au Templier, il y a une course féminine et à la Maxi Race aussi. Là, bah, ça fait carton Absolument. plein, mais c'est peut-être plutôt l'événement qui veut ça. Je sais pas. En tout cas, on va se poser la question dans le Ok. bureau là. Eh ben, en tout cas, c'est vraiment intéressant, je trouve, ces sujets-là. Pour un petit débat qui n'était pas trop au départ, mais moi, il me plaît bien ce débat. Merci à tous les quatre et je vous propose de changer de sujet maintenant.
Vous écoutez la bande à des plus. Je vais vous poser la question NAC, la question poil à gratter dans quelques instants, mais j'aimerais avant ça attirer votre attention sur cette fameuse marque de nutrition sportive, NAC, qui nous vient du Québec et que l'on reconnaît facilement avec son logo jaune pétant. Donc évidemment, vous l'avez compris, NAC, c'est l'un des partenaires majeurs de la bande AD+. Pour la petite histoire, NAC, donc, qui est l'acronyme de Nutrition pour les athlètes aventureux qui court des kilomètres, est né dans une cuisine de Montréal, à peu près en même temps, c'est ça qui est amusant, à peu près en même temps que le magazine Distance Plus, également à Montréal. William et son acolyte Mine avaient immédiatement fait parler d'eux dans les médias parce qu'ils avaient fabriqué, et ça avait beaucoup étonné, des barres énergétiques super protéinées pour la récup musculaire à base de poudre de grillon. J'avais fait un petit reportage à l'époque sur cette jeune entreprise et donc j'avais pu goûter leurs barres que j'avais adorées et j'avais par la suite d'ailleurs intégré à ma nutrition en course les barres NAC. Mais je suis rentré en France et je ne les trouvais plus parce qu'en Europe, elles n'y étaient pas. Donc, j'ai pas pu suivre l'évolution de la gamme, mais la dernière fois que je suis allé à Montréal, ce qui arrive assez souvent, j'ai pu goûter ce qu'ils proposent désormais et franchement, moi qui suis gourmand, j'ai tendance à manger beaucoup leurs gaufres notamment, là, que je les montre ici parce que j'en ai à côté de moi. J'ai tendance à les manger pas forcément uniquement quand je rentre de courir. Donc je suis vraiment ravi et je tenais à le dire ici, je suis vraiment ravi que William et Mine à travers NAC se soient associés à la bande AD+. Et si vous voulez découvrir ça, eh bien, il faut aller sur leur site web, le nacbar.com. Alors attention, il y a 2 A à NAC et on vous propose un rabais de 15% avec le code promo LBAD+, c'est le signe plus LBAD+. Allez, j'arrête de parler de gastronomie sportive et je vous propose la fameuse question NAC. La question NAC. Et donc cette question, le trail, est-ce que c'est plus de l'athlétisme ou est-ce que c'est plus de la rando? Je vais lancer Robin là-dessus, qui s'amuse souvent des randonneurs. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Je pense que ça va surtout dépendre de la distance finalement, parce que hier, justement, hier dimanche 1er mai, au Trail du Go, donc le premier, là, Sylvain Cachard gagne le 22 km. Alors Hugo, tu vas peut-être me reprendre, mais c'est 15 km/h ou un truc comme ça? C'est 14 km/h. Voilà, 14 km/h pour un trail en montagne. Donc là, je pense qu'on ne peut pas parler de randonnée. On est plus proche de l'athlétisme, en tout cas de la course en montagne. Mais voilà, après, le trail, c'est aussi la Swiss Peak, le Tour des Géants, le Grand Raid ou l'échappée belle. Là, on est quand même plus sur de la randonnée, sans vouloir faire offense à tous les coureurs et même à des premiers où finalement ça a beaucoup marché. Je connais très très bien Jules-Henri Gabiou et qui lui est vraiment on va dire un spécialiste qui s'est fait spécialiste des boucheries de l'automne, que ce soit le Tour des Géants, le Tour des Glaciers à PTL. Et il le dit lui-même, il passe quasiment toute la course à marcher. C'est de la bonne randonnée active, voilà, mais à marche avec bâton. Donc ça va forcément dépendre de la distance, ça va dépendre aussi de son niveau. Hier, il y a des gens sur la course du Go, sur le 50 km, pareil, c'est pas pour leur faire offense, c'est très très bien, ils ont terminé, mais encore une fois, ils n'ont pas dû énormément courir, ils n'ont pas dû courir dans les montées, sur le plat à la fin, ça devait être un peu dur, dans les descentes, pareil. Enfin, voilà, ça dépend de son niveau, ça dépend des distances. Mais là, je vais peut-être jeter un énorme pavé dans la mare, mais je pense que le trail se porterait beaucoup mieux en France s'il était en tout cas dirigé par une autre instance que la FFA, qui, à mon avis, parfois ne comprend pas du tout les rouages du trail, qui a une perception du trail qui est parfois complètement biaisée. Et preuve en est, on n'a jamais vu une seule personne de la FFA sur une course, une Sky Race ou sur un Zegama, etc. Donc voilà, je vais vraiment m'attirer les foudres de la FFA, mais parfois c'est à se demander si voilà, ils savent que le trail, c'est aussi des épreuves hyper engagées, du skyrunning. Là, il y a bientôt la Sky Race des Matessins. Donc là, on est plus du tout dans ce qui est de l'athlétisme, quoi. Même, je veux dire, même
peu importe le niveau du premier, on n'est plus du tout sur un profil en fait qui pourrait être perçu comme de l'athlétisme. Voilà. Donc c'est bon, là, Hugo, j'ai est-ce que tout mon tu es ado, d'accord je avec vais y ça? aller. Hugo, est-ce que Tu tu es d'accord avec as dit ça? mon prénom, Nicolas. Oui. Oui. Eh ben, je rejoins Robin. C'est vrai qu'on se ressemble un peu sur le côté sportif. Mais après, Robin, lui, il fait des trails courts, donc il a un jugement qui est forcément un peu sévère, tu vois, par rapport à l'ultra trail, parce que quand même, devant, on court un petit peu. Puis quand on voit Jim Wamsley qui fait 5e de l'UTMB et qui fait 1h03 sur semi-marathon, bon, voilà. Après, c'est Ouais, vrai enfin, Jim, il que fait dans le peloton 5e. de Jim, l'UTMB, il fait bon, 5e. il n'y a pas d'autres gars qui font ça. C'est un peu le seul. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme quoi, c'est pas Si je interdit. peux me permettre, ouais, il fait 5e de l'UTMB, mais en faisant une sieste, quoi. Donc là, on est quand même plus proche de la rando Tout que à de l'athlé, fait. quoi. Tout à fait. Il mélange athlétisme et randonnée, ce garçon. Et on l'a vu sur mon trail niveau les revers. En fait, j'ai des barrières horaires qui sont pas forcément exceptionnelles, mais qui sont un petit peu serrées par rapport à d'autres courses. Bon, nous, ça nous dérange pas parce que ça fait 20 ans que c'est les mêmes barrières horaires, donc on estime que ça marche comme ça. Et bah, finalement, en responsabilisant un peu le coureur comme ça, en le terrorisant un peu, c'est vrai que le samedi au retrait des dossards, il y en a 2-3 qui tiquent un peu sur la barrière. Et ben, ça leur fait du bien. Déjà, il y en a qui viennent s'inscrire sur le Malpassant, du coup, à la place de venir sur le 51. Ça leur permet vraiment d'être plus près et du coup plus performants parce que là, le souci d'autoriser les gens à randonner comme ça sur un trail, c'est que j'ai ouvert la barrière de 10 minutes de plus là, à mi-course parce qu'il faisait beau, ça se passait bien dans l'euphorie du moment. Et en fait, il y a 3 personnes qui ont fait un malaise derrière parce qu'ils ont passé le ravitaillement, ils étaient beaucoup trop fatigués. Et 5 km plus loin, ils ont fait un malaise, sauf que c'était une section où c'était un peu pénible d'aller les chercher. Et ils ont attendu les secours entre 30 et 40 minutes. Donc bon, il n'y a pas eu de souci particulier, hein, mais il y a eu un petit coup de stress dans l'organisation. Et si on s'en serait tenu aux barrières horaires qui était jugé un peu strict par certains, et ben ça serait pas arrivé parce que ces 3 personnes auraient été éliminées. Et finalement, elles m'auraient remercié parce que je pense qu'elles ont passé un moment désagréable, toutes seules dans la forêt à attendre les secours. Voilà, ça devait être un peu stressant pour elles, puis c'était stressant pour nous aussi. Donc finalement, c'est peut-être mieux d'être un peu violent pendant une année ou deux en remettant des barrières un tout petit peu strictes, mais encore une fois, pas tant que ça, hein. J'ai des amis qui ont fini en 7h30, 8h, 8h30, c'est des gens qui ont une vie de famille tout à fait normale, pour que les coureurs redescendent un peu en distance, se forgent la caisse et après remontent en distance. Donc finalement, ce serait un investissement sur l'avenir que de les forcer à courir un petit peu plus. Pas énormément, mais un petit peu plus. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sujet, parce que quand je parlais de rando, c'est l'idée voilà, de marcher, puis à la limite, peu importe le temps. Ce que tu instaures avec l'idée des barrières horaires, c'est qu'on peut imposer à ce sport d'être encore de la course, même si elle y inclut de la marche. Je t'ai vu acquiescer, Flo, tu réagissais à Ouais, Hugo, au propos d'Hugo. exactement. En fait, c'est un petit peu l'expérience que j'ai faite, à Madère et que je trouvais plutôt intéressante dans ce, prisme. Est-ce que le trail, c'est de la rando, c'est de la course et cetera? Beh, finalement, les barrières horaires, et notamment la première, moi, je la trouvais serrée, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a un peu d'embouteillage, alors pas catastrophique non plus, et puis parce que c'est 3 heures et demie pour faire, 15 kilomètres avec 1 400 de D+. Bah, pour le commun des mortels, c'est quand même quelque chose qui est serré. Mais en même temps, je trouvais que c'était extrêmement intéressant et ça rendait service à plein de monde, dans le sens où si tu te poses la question que tu vas pas passer, bah, peut-être que faut poser la question comme tu disais tout à l'heure, de: «Est-ce qu'il faut pas que je redescende ma distance? Est-ce que j'ai vraiment bien fait de me préparer sur de m'inscrire sur cette distance-là?» Donc je trouve qu'être un peu sévère sur les barrières de départ, quitte à après lâcher un petit peu du lest, ça garantit, bah, effectivement des gens qui vont pas se mettre en danger et puis des équipes qui vont pas se mettre en danger parce que là, ça se passe bien, tu vas chercher 2 personnes, elles attendent 45 minutes, c'est pas la catastrophe, elles s'en remettront et puis, le terrain est quand même accessible, mais il faut quand même bien penser que quand quelqu'un se met en danger en tant que trailer, il va mettre en danger potentiellement les secouristes et les gens qui vont venir le chercher. Donc je trouve que c'est plutôt quelque chose
d'intéressant de serrer un peu les barrières horaires de départ pour être sûr que les gens partent au moins en courant. Et puis après, est-ce que c'est tricher que de marcher? Moi, ce que j'ai toujours aimé dans la pratique du trail, et c'est ce qui m'a fait aussi de temps en temps pas trop mal m'en sortir, c'est que tu peux ne pas avoir des qualités athlétiques extraordinaires, mais par contre avoir des qualités de tolérance à la douleur musculaire, articulaire, avoir des qualités de gestion, avoir des qualités d'endurance à la privation du sommeil, qui font qu'à un moment donné, tu vas faire quelque chose de chouette. Alors certes, tu vas marcher, mais tu vas t'exprimer aussi avec d'autres qualités. Je trouve que c'est aussi une idée du trail que d'autoriser justement ce partage et cette mise en avant de qualité. Sabine, je te vois sourire. Je ne sais pas trop à quoi tu souris, mais tu souris. Ouais, je suis contente d'être là. Non, je trouve que ce qu'ont dit les autres, c'était tout à fait intéressant. Sur les barrières horaires, je suis assez d'accord, avec eux, en gardant quand même de la modération dans le sens où il y a aussi, les barrières horaires, là, ce qu'elles ont d'injuste, c'est qu'elles vont être la même, pour un M4, que pour un senior. Donc il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des anciens qui arriveront quoi qu'il arrive à la fin, mais qui vont pas partir vite. Donc il faut quand même rester modéré, enfin voilà, faut que ça reste acceptable. Et sinon, ben, c'est ce que disait un petit peu Florence, c'est que ce qui est intéressant, en fait, dans le trail, c'est que c'est multifactoriel. Donc il y a des aspects qui vont être purement physiologiques ou musculaires, qui sont, directement liés aux disciplines athlétiques et puis des aspects, où il va falloir être bon en nutrition, bon dans sa gestion de course, être à l'aise en montagne, qui vont être plutôt à l'avantage de quelqu'un qui a l'habitude de faire des grandes randos. Et donc ça dépend beaucoup du format sur lequel on va. Disons que si on fait de la course en montagne, c'est plus une discipline athlétique. Si on fait de l'ultra, ben, il y a plus d'aspect, randonnée forcément. Si on a des bâtons et qu'on marche, ça ressemble plus à de la randonnée. Et puis ça dépend aussi beaucoup si on est là pour être finisher ou si on est là pour améliorer son chrono. Et par contre, là où je trouve que ça se différencie beaucoup des autres disciplines athlétiques, c'est que si on regarde toutes les autres disciplines, en fait, il y a des critères objectifs de performance. Tu vas pouvoir dire, Mmh. à quelle, hauteur tu as sauté, quel chrono tu as fait et justement, bah, on en retourne, aux limites d'une cotation ITRA. Enfin, globalement, je trouve que ceux qui ont des grosses cotes ITRA sont quand même les meilleurs, mais si on regarde course par course, il y a effectivement des problèmes et on n'arrivera jamais à mesurer la performance sur un trail de façon objective. Et donc là, ça, pour moi, ça diffère vraiment des autres disciplines athlétiques et je pense que ça joue beaucoup dans l'incompréhension de la FFA. Et clairement, c'est vrai que la question peut se poser entre FFA et FFME. Quelle est la fédération la plus légitime pour le trail et toutes les activités en montagne, ouais. Hugo, tu as attendu patiemment en levant la main comme un bon élève. À toi la parole. Eh, un bon Fayot. J'ai regardé du coup on parlait, tu vois, de resserrer les barrières horaires et finalement, on a 534 arrivées là au trail Nivelles-les-Revards. On avait 570 partants. Du coup, on est à peu près 6 d'abandon. Donc finalement, tu C'est vois, très, en très peu. prévenant suffisamment les gens en avance et en anticipant un maximum, bon ça relève un peu de la communication, merci Robin, mais on peut du coup avoir, voilà, les barrières horaires sont pas des trucs qui déciment des centaines de coureurs, tu vois, seulement 35 ont arrêté, puis certains de leur propre chef. Robin? Ouais, bah, effectivement, hein, moi je suis d'accord avec Sabine. Pour moi, il y a une question à se poser entre qui doit, entre guillemets, gérer le trail, même si je trouve que le trail se gère très très bien de lui-même, on va dire, en France. Mais je sais que par exemple en Espagne, c'est un peu différent. Pour y avoir habité, je sais qu'il y a beaucoup de courses qui sont un peu organisées ou sous l'égide de la fédération espagnole de montagne d'escalade, quoi, ce qui est quasiment la même chose qu'en France. Et en fait, c'est une approche un peu différente. Ça va être une approche. Moi, j'avais habité à Madrid et c'est vrai que la Sierra madrilène était assez montagneuse. Et du coup, il y avait une approche sur les courses qui était beaucoup plus montagne que, on va dire, athlétisme. Et je trouvais que c'était, en tout cas en termes d'ambiance et en termes
peu de valeur, même si c'est un peu, voilà, ça peut faire un peu un grand terme, mais en tout cas, ça avait plus de sens, en tout cas, que ça soit, on va dire, une fédération de montagne qu'une fédération d'escalade et d'athlétisme, pardon. Et par contre, je pense que pour leur équipe de trail, il me semble que là, c'est, si je dis pas de bêtises, là, c'est plus sous la responsabilité de la fédération espagnole d'athlétisme. Voilà, et on voit que c'est des critères différents, des ambiances un peu différentes. On voit de toute façon qu'il y a un peu deux mondes qui se font face, hein. Il y a vraiment on va dire les coureurs sur route qui viennent parfois de temps en temps faire des trails, et puis il y a vraiment les purs montagnards qui font vraiment des épreuves très engagées et qui parfois retrouvent, on va dire, un peu les marathoniens sur certaines épreuves, mais il y a presque un peu deux styles différents. Je veux dire, entre un éco-trail de Paris et un échappé belle, pour les mêmes distances, hein, le 80 km. Enfin, on est vraiment sur des profils de coureurs complètement différents, quoi. Donc, c'est deux considérés comme deux trails, même si bien évidemment je ne considère pas l'éco-trail de Paris comme un trail, mais pour certains c'est considéré comme deux trails. Mais voilà, après dans la pratique, c'est deux choses très différentes. Et je rejoins Hugo aussi sur ce coup-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens se prennent part à des courses en connaissance de cause. Et évidemment, quand on voit l'échappée belle, on sait à peu près à quoi s'en tenir en termes de dénivelé, de technicité du terrain. Donc, après, dans les faits, voilà, on sait qu'on va pas avoir les mêmes vitesses, etc. Donc, finalement, les coureurs savent Bon, aussi à quoi s'en tenir. on va conclure en disant qu'on a quand même un sport formidable, d'une grande richesse. Et puis, je vais te balancer parce que je crois que tu n'es jamais venu à l'Éco-Trail de Paris, donc tu parles sans savoir. Exactement, mais je ne vais jamais à Paris par pur principe, en fait. Par principe. Allez, on va passer à la rubrique vrai ou faux. Et puis juste avant, je vous rappelle, je vous redonne, c'est pas très français ça, rappeler, le code promo pour commander les produits NAC, les découvrir peut-être avec 15% de rabais sur nacbar.com. La LBAD+, avec un plus comme le signe plus, et bien surtout comme la bande AD+. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Alors écoutez bien, Sabine, Hugo et Robin, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si, selon vous, cette affirmation est vraie ou fausse. Florence, comme la dernière fois, tu es hors jeu puisque tu donnes cette information dans tes formations pour la clinique du coureur. Alors pas de triche. L'affirmation: les coureurs ont des disques lombaires plus épais que les non-coureurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, encore Hugo pour commencer. Ah, mais j'en sais rien, moi, je suis complètement nul en anatomie, je sais même pas où ça se trouve. Si, lombaire, en bas du dos peut-être, mais... Les lombaires, c'est en dessous le dos. La colonne vertébrale. Ah, d'accord. Très bien. Donc, alors, je repose la question tranquillement. Les coureurs ont des disques lombaires plus épais que les non-coureurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, je dis vrai. Sabine. Moi aussi, je dirais vrai. Robin. Ouais, je pense que c'est vrai parce que justement, il me semble que c'est un truc du genre, on pourrait croire que non, mais en fait si, parce que courir, ça fait du bien aux genoux et au dos. Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça, en fait. C'est ça, le petit ton comme ça, un petit peu moqueur au passage. Oui, c'est vrai. Courir, ça fait mal au dos. Je reprends ta mot, ça bousille la colonne vertébrale, ça tasse les lombaires, bla, bla, bla. La science, elle a conclu, jusqu'à preuve du contraire évidemment, que tout ça, c'est un mythe. Le raisonnement de celles et ceux qui véhiculent ces fausses vérités se base sur le fait que la course à pied est une succession de sauts sur une jambe puis sur l'autre et que les chocs qui en résultent endommageraient la colonne vertébrale, en particulier par un amincissement des disques lombaires. Donc pour Hugo notamment, c'est les petits coussinets que l'on trouve entre chaque vertèbre qui jouent un rôle d'amortisseur naturel lors de chaque mouvement du corps. Alors on peut comprendre la logique puisqu'un coureur... ça fait grosso modo 10 000 pas par heure. Mais donc, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Nature qui invalide cette théorie selon laquelle la course à pied abîmerait le dos. Elle dit même donc le contraire. La colonne vertébrale, elle se renforce grâce à la course à pied. Les disques lombaires sont plus épais. Donc, les vertèbres des coureurs ont de meilleurs amortisseurs. Je pense que je vulgarise ça, mais ont de meilleurs amortisseurs que ceux qui ne court pas. La clinique du coureur
recommande sur la base de la science donc de courir pour diminuer vos risques d'avoir mal au dos si vous ressentez de temps en temps un petit mal de dos, mais surtout dû à l'inactivité physique. Mais évidemment, il faudra être toujours progressif. Ça, c'est un conseil qui est donné très régulièrement, surtout si vous commencez, quoi que vous commenciez. Il faut le faire très progressivement avec, par exemple, une routine d'intervalle en alternant la marche et la course. J'espère, Flo, que j'ai pas dit de bêtises. Mais en tout cas, pour plus d'infos, toutes basées sur la science, je vous renvoie une nouvelle fois, et je le ferai à chaque fois, sur ce livre La clinique du coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois, le cofondateur de la clinique du coureur, et écrit en collaboration avec mon collègue journaliste Frédéric Berg. C'est publié aux éditions Mons. Je vous propose qu'on parle à présent d'entraînement. C'est l'heure de la question commanditée par la plateforme en ligne Nolio. La question Nolio. Courir mieux en courant moins. Et je posais cette question-là, cette sous-question dans le sommaire tout à l'heure. Est-ce qu'un ultra-trailer, par exemple, comme Hugo, peut raisonnablement tourner le dos au gros volume, à la borne, s'il veut réussir à performer le jour J? Je vais laisser d'abord la parole à Florence, parce que Sébastien Cornette, donc, qui a écrit ce livre, qui vient tout juste de sortir, Moins courir pour mieux courir. Sébastien Cornette, c'est ton coach à toi, et je ne crois pas dire de bêtises si je dis qu'il a modifié finalement ta façon de t'entraîner, notamment pour des ultras. Alors, tu es peut-être la mieux placée pour débuter cette discussion en nous disant ce que ça change, et puis si selon toi, c'est effectivement une bonne méthode. Ouais, exactement. Alors en fait, j'ai fait la connaissance de Seb via la clinique du coureur, bien évidemment, et puis, je suis arrivée il y a 3 ans sur la Transgran Canaria, et ça faisait déjà quelques années où, j'enseignais. Donc j'avais des difficultés à m'entraîner parce que j'étais sans arrêt en déplacement, et très franchement, j'arrive sur la Transgran Canaria et je me dis: «Bah, je vais la faire, sur l'expérience et puis j'irai au bout». Mais j'avais quand même, je savais très bien que j'étais pas préparée de façon optimale et que j'avais pas trouvé de recette qui pouvait allier, effectivement mes déplacements, mon rythme de travail et puis, l'entraînement. Et donc à la fin de cette traversée, je me suis dit: «Plus jamais, j'arrive, à moitié, préparée». Et donc j'ai demandé à Seb de m'aider parce que la même année, je refaisais la Diag. C'est vrai que spontanément, ça a été, diminution, de pas loin d'un tiers de volume. Et puis le remplacer par des choses que j'avais jamais fait de ma vie, ça allait, de burpees, en passant par, des climbers, en passant par, ma meilleure copine qui est aujourd'hui la kettlebell, en passant par, et cetera, et cetera. Donc on a vraiment diminué le volume et vraiment rapporté de la qualité, que ce soit en termes de renforcement musculaire et en termes de séances, de façon intrinsèque. Et c'est vrai que, pour moi, ça a payé, mais ça fait du sens aujourd'hui, pas que sur N égale 1. Ça fait du sens aujourd'hui parce que la science, et puis Sabine, tu pourras rebondir dessus avec talent, mais est unanime pour dire que le renforcement musculaire va être un moyen, heu, d'augmenter les performances, même si ça prévient pas les blessures quand on démarre un programme de course à pied, au moins on est à peu près sûr que ça permet d'augmenter les performances. Et puis surtout, ça permet aussi d'utiliser du temps plus concentré, plus condensé et beaucoup plus profitablement pour son entraînement. Et moi, quand je vois aujourd'hui quand même, c'est le gros de ma pratique, c'est de la consultation de patients coureurs blessés. Quand je vois leur volume et surtout le volume de séances qui servent à rien qu'ils font, c'est-à-dire les séances aux alentours de 60-80% de leur VMA, là, où finalement ils sont beaucoup trop hauts pour créer leur socle de base et puis beaucoup trop bas pour encourager des adaptations. Lui, il ne fait qu'user, c'est sûr qu'il produit beaucoup d'endorphines, mais il ne sert pas beaucoup l'entraînement. Et puis, ce que j'avais beaucoup aimé aussi,
et puis après je vous repasse la parole parce que je ne veux pas la monopoliser, mais ce que j'avais beaucoup aimé aussi post-JO, c'est qu'il y a eu pas mal de posts, notamment sur Runix, d'athlètes olympiques médaillés qui témoignaient que le gros de leur volume, c'était des séances extrêmement ennuyantes qu'ils faisaient en endurance fondamentale, mais qu'ils étaient soit très bas, soit très hauts, mais qu'ils avaient enlevé toutes ces séances qui servaient à rien. Et si je me trompe pas, c'est la fille, je me souviens plus de son nom, mais la fille qui fait 3 au marathon de New York, elle décrit que le gros de son volume, elle le fait en 4,45-50 au kill. Donc, on est bien, bien loin de sa vitesse de performance. Donc je trouve que de redonner un petit peu des traceurs comme ça de l'entraînement, au commun des mortels, et en lui disant qu'il peut couper effectivement une grande partie de son volume qui sert à rien dans la zone grise de l'entraînement aux alentours de 80 de sa VMA, et qui peut du coup récupérer ce temps pour bonifier, son entraînement via, du renfo, de la BPG et cetera, bah, c'est quand même, Du une vélo. belle, un beau service qu'on peut leur rendre, je pense. Sabine, puisque, Florence t'a donné la parole, je la seconde. Oui, ben, ce que décrit Florence, c'est, l'entraînement polarisé en effet, en fait, pourquoi on dit que cette zone, serait inutile? Donc c'est pas complètement inutile, en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est souvent, l'allure à laquelle on court en compétition, donc c'est l'allure spécifique. En général, c'est plus intéressant de travailler à l'approche des compétitions et quand on est plus éloigné des compétitions, de faire soit d'apprendre à courir vraiment en endurance, soit de justement le fait de ne pas s'être épuisé sur ces séances en endurance permet de mettre vraiment de l'intensité sur les séances qui doivent être intenses. Donc ça, moi, je suis vraiment pour. Après donc courir moins pour, courir mieux. En gros, moins mais mieux, c'est quand même vrai pour beaucoup de choses dans la vie. Mais tout dépend de où on part, de quel est le passé sportif et de quels sont les objectifs. Pour moi, quand même, pour faire un ultra en étant vraiment prêt, il y a des moments où il va falloir faire du volume parce que, mine de rien, il faut quand même le boucler son ultra. Par contre, en effet, la préparation musculaire, c'est, incontournable aussi, pour faire de l'ultra trail, donc après ça peut prendre différents aspects. On va dire quelqu'un qui sera accompagnateur en moyenne montagne, on peut considérer qu'il va passer beaucoup de temps à basse intensité. Il va porter son sac dans des montées, dans des descentes et cetera. Finalement, ça peut être, une préparation musculaire et tout le volume à basse intensité, ce rythme de vie et que derrière, il va faire quelques séances, de vitesse et ça va suffire pour être performant. Donc c'est vraiment adapté à la vie de chacun et aussi, il y a des gens qui vont être beaucoup plus tolérants au volume et des gens qui sont beaucoup plus tolérants à l'intensité. Je pense que ça dépend beaucoup du passé sportif et du type, de fibre. Mais, quelqu'un qui vient d'un sport d'endurance, va pouvoir enchaîner en fait beaucoup de volume à basse intensité, sans s'épuiser et il y a d'autres personnes, en fait, qui vont prendre aucun plaisir s'il y a pas de l'intensité au moins 3 fois par semaine et donc c'est vraiment, bah, c'est pour ça que, l'entraînement c'est intéressant en fait, c'est que la seule réponse possible c'est ça dépend parce que ça dépend de trop de choses, quoi. Mais l'idée de Sébastien Cornette, de ne pas s'épuiser et perdre du temps, à courir toujours de la même manière, vraiment je pense qu'il faut éviter, c'est l'entraînement rébarbatif parce que ça veut dire qu'il y a plein de qualités qui sont négligées et comme on l'a dit, le trail, c'est tellement multifactoriel. Si on fait toujours la même chose, on passe forcément à côté de plein d'autres qualités. De la grande diversification finalement, de l'entraînement. Hugo, toi, tu as la réputation d'être un gros bornard. Alors je t'ai entendu dire que c'est plus Totalement vraiment le cas. faux. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Courir moins, est-ce que tu serais capable de courir moins ou, pour essayer d'être plus performant puisque tu es un athlète qui vise la performance? Ouais, en fait, bah, c'est totalement faux. C'est une analyse de mon Strava qui est très mauvaise, réalisée par la plèbe, un peu comme tu sais, c'était mon coup de pompe de la dernière fois. En fait, les gens n'analysent pas grand-chose et finalement, je cours très peu. Pour moi, une grosse semaine, ça va être 80 kilomètres. Alors, OK. de temps en temps, voilà, on est début août, on est à 4 semaines de l'UTMB, il y a un petit peu de poésie, on est en montagne, hop, on fait une semaine de fou furieux, mais ça reste un peu rare. L'essentiel de ma pratique, c'est 45 course à pied et 45 vélo. Donc, après, c'est vrai que voilà, je fais souvent des sorties longues par rapport à d'autres, peut-être.
mais j'ai calmé le jeu cette année, voilà. Une fois qu'on est rentré là-dedans, tiens, bah, tu as mis une question, pour parler de casquette verte, encore une fois. Tu cherches le buzz, Nicolas, c'est incroyable ça, hein. Quel Même communicant! pas, mais C'est Robin qui t'a tout appris? Non, en fait, moi je dirais oui et non, parce que si tu veux faire bon, si tu veux pas faire d'ultra, la question elle se pose pas. Faut pas non plus trop t'entraîner. Au-delà de 12 heures, ça va commencer à être difficile. Mais si tu fais de l'ultra, bah, c'est intéressant d'avoir des semaines vraiment légères, parce qu'à un moment donné, il faut souffler un peu quand même. Mais si tu toi, c'est un petit peu j'avais fait un podcast pour Nolio avec Seb Cornette justement, puis c'est un peu ce que je lui disais. OK Seb, moi j'adore ta méthode, je la trouve très, très intéressante et d'ailleurs mon entraîneur Patrick Bringer s'en inspire largement, c'est globalement la même chose. Sauf que, de temps en temps, Patrick, il t'emmène, au carton. Alors c'est bien, c'est mal, bon des fois tu le digères pas trop, mais au moins quand tu arrives sur l'ultra, en fait, moi j'ai jamais été surpris, tu vois? Je me suis jamais dit au kilomètre 100, «Oh là là, j'ai mal aux jambes, qu'est-ce qui se passe?» Non, je connais la sensation. C'est pour ça que quand en 2018, on m'avait demandé, «Oh là là, c'est votre première UTMB, vous pensez que vous allez finir?» J'ai répondu: «Bah oui, je vais finir, ça me semble évident». Parce que, avec ce que j'ai fait, certains week-ends à l'entraînement, je vois pas pourquoi, j'arriverai pas au bout de 160 kilomètres, d'autant plus qu'on me laisse plus de 40 heures pour le faire. Parce que de temps en temps, bah, tu vas faire un gros truc, mais évidemment si derrière tu persistes, tu insistes avec des grosses charges. Donc, tu vois, on va éviter de parler de casquette verte, mais je le cite quand même. On va parler, tu vois, par exemple, de Benjamin Paulin, qui est un de mes patriotes, mais qui est aussi un bon athlète, puisqu'il a quand même gagné le championnat de France de 100 kilomètres sur route, ce qui est une belle performance. Lui, il quand même. s'enquille des très grosses semaines depuis le Covid. Alors, bah, pour l'instant, ça passe, hein. En même temps, tu vois, il est jeune, il doit pas avoir la trentaine encore, Benjamin, mais il s'en rapproche quand même. Il a un métier relativement confortable, il est ingénieur, j'ai pu expérimenter ce métier. C'est vrai que quand on sort du bureau, on est pas fatigué, hein, on a rien fait globalement. Mais quand même, au bout d'un petit moment, voilà, il faudra peut-être qu'il change de méthode. Moi, j'ai expérimenté, hein, faire beaucoup d'heures, ça m'a pas permis de développer, quoi que ce soit. Par contre, bah, c'est vrai que maintenant, quand je me pointe au départ d'un ultra, si tu veux finir, bah, je vois même pas pourquoi je finirais pas. Mais, ce qui me titille maintenant, c'est que j'aimerais bien amener le côté performance qui manque un peu et c'est pour ça que je réoriente un peu cette manière de s'entraîner parce que visiblement, tu atteins un niveau plateau, tu vois, en t'entraînant beaucoup et après, bah, soit tu y restes, bon, c'est sympa, tu es en haut du plateau, soit tu chutes fortement, hein, tu peux avoir des problèmes hormonaux, tu peux avoir, bon, une blessure d'usure, ça à la limite, ça peut guérir si tu es pas trop bête. Mais, ça peut prendre du temps du coup, tu vois, ces petits phénomènes de burn-out qui surviennent au bout de 2-3 ans, hein, c'est pas au bout de 6 mois d'entraînement intense, enfin long. Donc ouais, faut se méfier parce que si tu tombes dans le, «je fais que des burpees», comme dirait Florence, alors j'en fais aussi, hein, puis ça me courbature, hein, ça me courbature sacrément d'ailleurs. Si tu fais que ça, bah, il va te manquer à un moment donné, tu vas arriver sur une descente tu vois, tu vas arriver sur la descente de Kervegen à La Réunion, bon, si la hausse, c'est la panique, tu vois, dans tes cuisseaux. Par contre, si tu fais, des entraînements très intelligents comme ça, puis, un week-end par mois, tu vas te mettre un petit tampon en montagne là, comme j'aime bien le dire, bah, tu as un mix intéressant et du coup, tu vas avoir des Mmh. semaines, chargées, puis des semaines, vraiment pas chargées et c'est un peu ce que disait Sabine, ça doit être la routine qui est, problématique. Alors Après je suis pas je veux Ouais, pas moi, moi parler, je suis pas aussi je veux pas scientifique qu'elle, donc je n'affirmerai pas. Ah, à tu es la place ingénieur? de Ouais, ouais, j'ai fait il 1 an quand était même, hein. ingénieur. Il était Non, mais j'ai ingénieur, toujours le il a diplôme, presque hein, son Nicolas. d'ailleurs. Oh, oh, attention, hein. Ah oui, pardon. Je vais passer la parole à Robin qui n'a pas parlé, puis j'allais préciser que, sans vouloir parler à la place de Sébastien, Cornette, je pense qu'il a vraiment cette vision, il en parle souvent de multiplier les différents exercices pour justement éviter la routine et réussir à faire assez de qualité pour, par exemple, mettons quelqu'un comme moi qui suis en Normandie. Alors oui, j'ai des falaises et je peux travailler, un peu le dénivelé, mais jamais comme toi Hugo, à côté de la montagne. Donc le renforcement, certaines séances de renforcement
axé sur éventuellement le dénivelé positif, mais surtout le dénivelé négatif, ce que va permettre un certain nombre d'exercices de renforcement. Ça, c'est un vrai plus. Mais pour éviter que ce soit... parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du renforcement musculaire, mais il ne fait pas faire que des burpees. Il y a vraiment une logique... il a une logique de CrossFit, c'est-à-dire de côté très pratico-pratique par rapport à l'usage qu'on va en faire en compétition. Puis là, on parle de course à pied, mais c'est valable pour tous les sports. Robin, excuse-moi, Par contre, je t'ai juste, lancé la parole, puis je l'ai pris. désolée, je peux juste dire, moi, vraiment, le terme de qualité, ça me va pas parce que en fait, si tu pars faire une sortie longue à basse intensité, pour moi, tu travailles aussi énormément de qualité. Tu travailles ta gestion de course, ton économie de course, ton nombre de mitochondries, tes qualités aérobies. Donc, ce terme de qualité, ça laisserait penser que tout ce qu'on fait à basse intensité serait finalement de la poubelle. Alors que comme le disait Florence, c'est vraiment le socle de la pyramide, donc c'est pas du tout inutile, quoi. Mais vas-y Mais c'est Robin, juste que excuse-moi. c'est juste, Sabine, que il ne faut pas faire, dans l'idée, hein, il ne faut pas faire Que que ça. de la basse intensité. La basse intensité peut être une séance de qualité, mais elle perd la qualité si on ne fait que ça. On est d'accord Voilà. ou pas? Mmh. Ok. Robin, allez, tu as le droit de parler. Allez, je Mais te laisse conclure cette discussion. Toi, tu es un ah bah, adepte je vais conclure. du cours. Oui, ben voilà, ouais, effectivement, donc je suis certainement la personne la moins bien placée pour en parler, puisque je fais pas forcément d'ultra et puis, bah, je suis ni médecin ni, voilà, je travaille pas Ingénieur. du tout dans la physiologie, donc je suis extrêmement mal placé. Après, ce que j'observe et pour avoir un petit peu discuté avec Jean-Louis Ball, qui est un entraîneur bien connu là, du côté de Faverges, qui est l'entraîneur d'Aurélien Dunant-Palaz, et puis et d'autres aussi. C'est effectivement aussi la diversité en fait des activités qui paraît aussi fondamentale pour justement ne pas tomber dans l'ennui. Et puis bah voilà, à un moment, certainement en hiver, d'alléger un petit peu en faisant du ski de fond, du ski de randonnée, etc. Et en fait, on voit aussi une certaine différence, ça, c'est ce que j'ai pu observer, une certaine différence entre les coureurs, on va dire, européens ou français, italiens, espagnols, suisses, et puis les coureurs américains. Même s'ils y viennent un petit peu, et on voit que Jim est peut-être un petit peu l'un des premiers à venir à essayer de faire un peu du ski de randonnée, et puis vu que maintenant il va habiter en France, il n'aura plus le choix, surtout s'il choisit Arèche-Beaufort, où là c'est carrément une obligation, une religion. Mais c'est vrai qu'on a encore une fois deux mondes un peu qui se font face. On a vraiment en Europe, en tout cas dans les Alpes, bah voilà, à un moment une pratique hivernale avec du ski de fond, du ski de randonnée. Et puis aux États-Unis, bah, finalement, la borne avant tout, énormément courir. Moi, j'ai toujours cette anecdote absolument incroyable de Kuprika qui, au moment de faire sa première Leadville en 2006, il devait à la base initialement courir Pikes Peak, donc qui est un marathon. Et en fait, il y a eu un petit problème dans les mails avec l'organisateur. Et finalement, il était inscrit, mais bon, il ne s'est pas bien compris. Je ne sais pas si le mail est passé dans les spams ou quoi. Donc finalement, il s'est dit, bah, je ne vais pas faire Pikes Peak, je vais faire Leadville, donc qui est 160 km, donc 4 fois plus Et que ce ça a qu'il juste avait rien à voir. initialement. Ça n'a juste rien à voir, exactement. Et en fait, à l'époque, il faisait déjà des semaines bah, absolument délirantes, hein, éloigner les enfants, mais c'était plus de 200 km, 300 km parfois en montagne. Et en fait, il disait, bah, j'ai peur en fait parce que j'ai l'impression de manquer de volume, alors qu'il faisait 300 km par semaine. Donc, c'est vraiment deux états d'esprit complètement différents. Voilà, et finalement, bon, il avait gagné cette édition dans un temps absolument incroyable en partant avec son petit short fendu, mais on voit qu'il y a encore un peu deux mondes qui se font face aux États-Unis où ça court énormément, ça fait très très peu de vélo, ça fait très peu de ski. Et puis finalement, en Europe, on a pris l'habitude maintenant de faire de l'entraînement croisé pour développer d'autres qualités. Alors effectivement, pas que des qualités, on va dire, de vitesse, mais aussi des qualités d'endurance. Donc voilà ce que j'avais à dire, simple observation. Encore une fois, n'étant pas un adepte particulièrement de la borne et des longues distances, je n'ai pas d'expérience personnelle à vous faire part. Mais c'était particulièrement intéressant quand même.
Je termine en soulignant que ce cher Sébastien Cornette, dont il a été question avec son livre, utilise la plateforme d'entraînement en ligne Nolio avec ses athlètes. Je reviens un instant sur Nolio, tout comme d'ailleurs je m'en mêle un petit peu dans mes phrases là, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que vous étiez vous aussi parmi les membres de la bande AD+, particulièrement sur cette plateforme Nolio. Et donc, Nolio, je vais essayer de rebondir. Nolio offre 2 mois gratuits pour découvrir sa plateforme en s'abonnant au compte premium avec le code LBAD+, c'est en toutes lettres cette fois, LBADPLU. Et donc, il suffit de se rendre sur le site nolio.io. Arrêt à la station de trail. Arrêt à la station de trail du pays des Écrins. Là, vous êtes en haute montagne dans le département des Hautes-Alpes. On compte 30 parcours de trail balisés pour un total de 460 km de sentiers dans un environnement à la fois sauvage et impressionnant où on se sent tout petit, notamment en raison de cette fabuleuse barre des Écrins. C'est une barre rocheuse démente qui culmine à 4101 mètres d'altitude. C'est l'un des plus hauts sommets des Alpes françaises. Inutile de préciser que les amateurs de D+, mais aussi de D-, évidemment, sont servis lorsqu'ils s'évadent dans le parc national du Massif des Écrins. Il y a d'ailleurs plusieurs kilomètres verticaux parmi les itinéraires qui sont proposés, dont le KV Argentière-l'ABC. C'est 6 km pour 1050 mètres de dénivelé positif. Et il y a le roi des parcours, surnommé le Super Noir, c'est pas 200, mais 114 km et 6600 mètres de dénivelé. Il est possible évidemment de le parcourir par étapes, celui-là, en optant pour des nuits dans des refuges en montagne. Puis pour ceux que ça intéresse, l'Office du tourisme du pays des Écrins pourra très très certainement vous aider à organiser ça. Je me suis entretenu ce matin avec l'ambassadeur de cette station de trail du pays des Écrins, un enfant du pays, Martin Kern. Martin, c'est un montagnard aguerri, excellent skieur dans sa jeunesse, skieur freestyle, je pense, freeride. Il a déjà remporté, puisque c'est aussi et maintenant un excellent trailer, des trails longs et montagneux, c'est ça qu'il aime. Il a remporté le 90 km du marathon du Mont Blanc, entre autres. Il y a quelques semaines, il a lancé sa saison brillamment en gagnant le 42 km du trail de la Drôme. Et on se souvient que pendant le confinement, il avait battu avec ses amis Grégoire Kurmer et Baptiste Robin le record du GR5 entre la capitale mondiale du trail, Chamonix, et la capitale de l'alpinisme, Briançon. Ils avaient parcouru 202 km et 12 500 mètres de dénivelé positif en 31h45. Et puis, tiens, je vais vous laisser écouter ma petite conversation de ce matin avec Martin Kern. Salut Martin. Salut Nico. Alors, qu'est-ce qui distingue pour toi le pays des Écrins ? Alors, le pays des Écrins est un territoire très sauvage, donc vraiment reculé de nos villes, et on peut y retrouver vraiment un vrai territoire de montagne avec une diversité fascinante, du caillou, donc très technique, mais aussi de la forêt, des ombrages. Voilà, et toujours avec un panorama d'exception, donc un vrai plaisir d'évoluer dans ce terrain. C'est l'un de tes terrains de jeu. Est-ce qu'il y a un parcours que tu aimes particulièrement, emblématique, ou que tu fais régulièrement sur la station de trail, le pays des Écrins, toi ? C'est vrai que le territoire du pays des Écrins s'étend, on va dire la station de trail s'étend sur 3 vallées, donc c'est très large. S'il y a un parcours à définir, ça serait les Rorties Bleues à Frécinière. Donc c'est à peu près un ratio de 10 km, 600 mètres de dénivelé, assez accessible, et qui parcourt donc toute une crête magnifique, donc avec d'un côté la vallée de la Durance, de l'autre la vallée de Frécinière puis de Dormiouz, donc emblématique de par son histoire. Et c'est un panorama à couper le souffle avec de la neige sur les sommets et du vert tout en bas, voire du bleu avec la rivière, donc magnifique. Et puis, il y a un parcours qui est assez fou sur cette station de trail, puisqu'il fait 114 km, donc c'est de la grosse montagne, et puis il y a 6600 mètres de dénivelé. Est-ce que tu le recommandes, celui-là ? Toi, tu es un adepte du long ?
Je recommande, mais ça serait peut-être vous envoyer au charbon vu que je ne l'ai jamais fait. Je connais très bien le secteur globalement. J'ai parcouru tous les tronçons, mais jamais en one shot, jamais d'une seule traite. Peut-être un petit défi à me lancer pour préparer cette saison, mais oui, je recommande très très sauvage. Peut-être effectivement y aller étape par étape. Je pense que vous n'êtes pas nombreux de finishers de cette grande boucle noire. Mais oui, magnifique, vous en prendrez à nouveau plein les yeux et plein les jambes. Merci Martin. Ben, merci Nicolas. Voilà, et pour info, Martin Kern a de beaux objectifs cette année. Les championnats de France de trail long à Salers, lui aussi, comme Sabine, dans le Cantal à la fin du mois pour espérer décrocher une place aux mondiaux à la fin de l'année. Et la TDS cet été qu'il préparera notamment en tentant de battre le record du monde de run and fly en 24 heures. Alors Hugo, lui, faisait le record du monde du D+, en 24 heures. Là, c'est du run and fly. Ça consiste à monter des cavés en courant et à redescendre en parapente pendant 24 heures. Donc, j'espère que vous avez été, chers auditeurs, attentifs à tout ce qui s'est dit durant cet arrêt à la station de trail du Pays des Écrins, parce qu'à la toute fin, en fait, ça arrive bientôt, de la bande AD+, je vais vous poser une question et les premiers qui répondront correctement dans les commentaires sous la vidéo de l'émission, attention, sur la page Facebook de Distance Plus, pourront gagner notamment un court séjour dans le massif des Écrins et un dossard sur 3 événements, dont le Grand Trail des Écrins qui se déroule à la mi-juin. Je vous donne plus de détails dans quelques instants. Vous écoutez la bande AD+. Alors j'avais prévu une quatrième et dernière question, mais on a déjà passé l'heure de débat, donc je pense que, je décide de prendre cette question et puis de la refourguer aux petits amis de la quatrième émission pour ne pas que ça dure des lustres non plus et que la bande AD+, reste une C'est une émission qui dictature, soit ça. agréable à écouter. Oui, absolument. Je suis par moment dictateur. Alors, je m'excuse parce que c'est vrai que la Très bien. question était fortement intéressante sur le mental des sportifs. Mais voilà, on reprendra cette question sur est-ce qu'il faut s'arrêter de faire du sport de temps en temps ou pas. Et c'est super grave. Donc, voilà, c'est un petit teasing pour la prochaine fois. Coup de cœur ou coup de pompe? La bande AD+, c'est presque terminé et je vais faire pour terminer comme d'habitude. On peut déjà dire que c'est une tradition, un petit tour de table pour que vous nous partagiez vos coups de cœur ou vos coups de pompe. Et on commence avec un beau coup de cœur, celui de Florence Morisseau, qui a encore un petit peu la tête à Madère, je crois, Flo. Oui, il y a vraiment un petit peu de ça. En fait, j'ai eu l'impression en faisant ce trail, en allant chercher mon dossard, en allant déposer mon sac, d'allègement, en prenant la navette pour aller, au départ, d'avoir fait, presque, 10 ou 15 ans en arrière où finalement il y avait pas des tonnes d'annonceurs, il y avait pas un village, pré-trail, surdimensionné. Mais il y avait juste des choses simples qui fonctionnaient parfaitement bien. Tout était super bien huilé. Tu pouvais garder ton coupe-vent jusqu'au moment de te mettre sur la ligne de départ et le mettre dans ton sac d'allègement et tout de suite aller l'emmener, au minibus qui allait l'amener au PC, en question. Enfin, tu avais une espèce de simplicité, d'efficacité et de bienveillance qui se dégageait, que j'ai vraiment adoré. Ça s'est ressenti aussi sur les zones de ravitaillement, et même parmi les coureurs. Donc, un gros coup de cœur pour, une organisation simple, efficace et exactement dans l'esprit du trail que j'aime. Robin, on reste à Madère. Alors toi, tu n'y es pas allé, mais tu as quand même un coup de cœur qui s'y rattache, je crois. Oui, effectivement, hein, devant, ça a été encore incroyable. Alors, mon coup de cœur n'est pas pour Jim, mais c'est pour Courtenay. Encore une fois, une course menée de main de maître. Elle est partie relativement prudemment. Jim est parti prudemment aussi, mais
Mais elle, bon voilà, c'est un peu sa technique, hein, sa tactique. L'année dernière, j'étais dans le coin de Chamonix pour le départ de la course de quartier. Elle était très très loin au classement général et puis elle est revenue. J'arrive pas à réellement savoir si elle accélère ou simplement elle ne craque pas en termes de vitesse. Mais voilà, encore une fois, la Madère, une course incroyable. Elle a écœuré tout le monde. Magnifique, ouais, avec le sourire. Je sais pas si elle s'est brossé les dents au ravitaillement, mais non, ouais, c'est incroyable, quoi. Elle fait vraiment rêver. Là, il y a la Hard Rock et le Grand Raid à son programme, et à mon avis, ça va être assez incroyable. Et je pense qu'on a vraiment, une pépite avec un tempérament, un style. Enfin, bon, elle fait rêver, quoi, tout simplement, quoi. Hugo, coup de cœur ou coup de pompe? Ah, moi, c'est le coup de pompe. Tu sais, tout m'énerve, hein, Nicolas. Je me lève le Mon ronchon matin, préféré. il y a trop de lumière, voilà, direct au bout de 30 secondes, c'est fini, je suis énervé. C'était pour le trail que j'organisais, tu vois, mais c'est une remarque générale, c'est la tolérance des gens. Donc nous, au bout de 3 kilomètres, nos coureurs traversent une assez grande route, une départementale, voilà, ça circule un peu. Mais là, on est dimanche entre 8h et 9h, donc normalement, le nombre de personnes qui vont au travail, qui sont un petit peu pressées, stressées, est relativement restreint, pour ne pas dire inexistant. D'autant plus que la course est annoncée un peu partout dans la presse locale et qu'il y a des panneaux au bord de cette route pendant quand même une semaine. Et bah, tout de même, tu trouves des automobilistes. Alors, si t'as pas de bol, tu peux rester coincé 15 minutes si t'arrives vraiment quand le premier coureur arrive. Bref, 15 minutes le dimanche matin, normalement, on peut gérer. Et ben, nos bénévoles qui sont là, en fait, se font insulter. Quand les automobilistes passent, mais ils leur font des doigts d'honneur. Quand ils sont à l'arrêt, ils les klaxonnent. Donc, voilà, ces gens sont complètement fous. Bon, leur vie doit sans doute être très triste et très pénible, hein, pour être dans cet état-là le dimanche matin. Mais c'est un petit peu de pire en pire. Et moi, ce qui me fait souci, c'est qu'un jour, on va en venir aux mains là-bas. Et j'imagine que sur beaucoup d'autres trails, ça doit être pareil. Et je pense aussi aux courses de vélo, où tu as des signaleurs qui barrent la route là, beaucoup plus longtemps parfois. Bah, le Tour de France, bon, c'est la gendarmerie. Donc là, en général, tu sais, ils râlent beaucoup moins. Ils se baissent un peu la tête, là, les automobilistes. Donc voilà, ça dévie un peu chaque fois. C'est de plus en plus dur pour cohabiter avec les sociopathes, là. Donc voilà, c'est un petit peu le coup de pompe, parce que c'est déjà dur d'organiser un événement. Donc quand on rajoute la méchanceté des gens autour, surtout un dimanche matin, encore on couperait la route le lundi matin quand tout le monde va au boulot entre 8 et 9, je comprends, mais là, c'est assez étonnant tout de même. Coup de pompe bien senti. Enfin, Sabine, c'est un coup de cœur, je crois, pour toi. Ouais, c'est encore un coup de cœur et ça va être, simple, c'est, tout simplement merci, à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, sur, la première émission et puis la deuxième au moment où celle-ci sera diffusée, donc déjà par, leur nombre et puis en espérant que ceux qui ont écouté, la plupart, ça leur a plu. Mais si on en croit les commentaires qu'on a reçus qui sont très encourageants et très positifs, et ben, merci beaucoup. On espère, continuer à s'améliorer et à vous faire passer un bon moment, pendant encore longtemps. Eh ben, évidemment, je souscris à ça. On est évidemment ravis de ce qui arrive et longue vie à la bande AD+, évidemment. Moi aussi, je termine avec un coup de cœur. C'est pour l'événement. Alors, vous le connaissez peut-être pas tous les quatre, puisque c'est un événement qui part du Québec. Je parle beaucoup du Québec, je sais. C'est l'événement Courir pour les zèbres, auquel je participe tous les ans avec mes deux garçons et dont je suis devenu l'un des ambassadeurs. Ça s'appelle donc Courir pour les zèbres. C'est des zèbres. C'est une course virtuelle qui a été lancée en 2016, donc bien avant le confinement. Elle était très avant-gardiste pour sensibiliser donc un maximum de monde aux maladies rares. Et qui dit rare dit malheureusement qui ne guérissent pas, faute de recherche notamment. Le principe de cette course, il est simple. On achète tous un dossard, et c'est le même dossard. C'est le dossard 7000 que j'avais à proximité, mais que je ne trouve plus, pour vous le montrer. C'est le dossard 7000
correspond aux 7000 maladies rares qui ont été répertoriées dans le monde. Alors évidemment, c'est un chiffre grosso modo, mais ça montre qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas soignables. Et donc, l'événement a lieu cette année, enfin, il aura eu lieu il y a quelques jours, le 14 et 15 mai. L'idée, c'est de se prendre en photo avec le dossard, le tube sur la tête, et puis éventuellement de parler d'une des maladies qui nous touche tout particulièrement pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la différence aussi. C'est une fondation qui milite pour l'acceptation des personnes qui sont différentes. Elle est partie courir pour les zèbres, décidément. C'est une course qui est partie d'un petit garçon qui s'appelle Simon, dont le surnom est le zèbre, qui est atteint du syndrome de Sotos, qui est connu pour, on appelle ça plus souvent le gigantisme cérébral. Vous savez, c'est les enfants qui ont souvent une tête très large, ils ont un assez faible tonus musculaire, et puis souvent des retards de langage, etc. Et donc voilà, peut-être l'année prochaine, je vous inviterai à participer avec moi en prenant un dossard sur le site de simonlezèbre.ca, parce que je vous rappelle, c'est québécois, mais on peut faire ça partout dans le monde. Je le fais avec mes garçons en France. Et voilà, c'est un beau, c'est une très belle cause auquel je tiens. C'est l'heure de vous faire gagner des cadeaux, chers auditeurs. Si vous avez bien écouté la rubrique Arrêt à la station de trail du Pays des Écrins, vous devriez être capable de répondre à cette question de géographie. À quelle altitude culmine la barre des Écrins? À quelle altitude culmine la barre des Écrins? La première personne qui répond là maintenant correctement remporte un séjour de 2 nuits dans un hébergement insolite au camping, j'espère que je vais bien le prononcer, de l'Iscle de Presles à Saint-Martin-de-Querrières. Par contre, ça ne vaut pas pour les mois de juillet et d'août. La deuxième personne qui répond correctement gagne un dossard sur le Grand Trail des Écrins. La troisième, un dossard au choix sur le trail le Sourire d'Aurore, qui aura lieu le dernier week-end du mois d'août. Il y a un 6, un 13 et un 25 km. Et la quatrième personne pourra décrocher un dossard pour participer au challenge des mineurs, une toute nouvelle course, également pendant le trail Le Sourire d'Aurore. En fait, le challenge, c'est de courir les 3 courses que j'ai citées précédemment. Donc, c'est les 26, 27 et 28 août, le challenge des mineurs. Enfin, un dernier mot, parce que le camping l'Iscle de Presles offre à tous les auditeurs de la bande AD+, 10% si vous réservez de la part de la bande AD+. C'est la fin de cette 3e émission de la bande AD+. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours en compagnie de nouveau de Robin, mais aussi de Corinne Favre, de Thomas Laure-Blanchet et de Nicolas Martin. Un gros merci à tous les 4, Sabine Echtrom, Hugo Ferrari, Florence Morisseau et Robin Schmitt. Salut, merci Nico. Merci à tous. Salut. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de celui qui a eu l'idée de la bande AD+, Guillaume Prax, et avec le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un énorme merci aux partenaires officiels de la première saison de la bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail, en l'occurrence aujourd'hui la station de trail du Pays des Écrins, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Asca Hennessy. Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau du studio Pixel. Et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Nicolas Rodi, à Benjamin
Gardena qui est aujourd'hui aux manettes et également à Laurie Beck. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter en podcast. Vous avez été nombreux, on l'a dit, à embarquer avec nous dès la première émission de la bande AD+. C'est formidable. Vous pouvez nous écrire si vous avez en tête une super idée de débat, par exemple. Et en attendant, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Distance Plus. Abonnez-vous aussi à la bande AD+, sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est pour nous un vrai coup de pouce. Aimez et faites connaître cette émission. On se retrouve dans 15 jours. À plus dans la bande AD+.